Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette première édition. Commençons là par la pénurie de gaz qui a refait surface depuis quelques jours dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. Une situation que vit mal la population qui pense que cette pénurie est due aux manifestations de ces derniers jours. Un reportage de Ndiaké Mbaye. Les conséquences des violentes manifestations se font encore ressentir dans plusieurs quartiers de Dakar. Depuis quelques jours, le gaz butane utilisé dans les ménages est introuvable. Une pénurie qui impacte négativement les populations. La situation, c'est un peu difficile par rapport à nos clients. Tout ça là, effectivement, c'est tout à fait difficile pour nous, nous les boutiquiers. Vendeuse de couscous, cette dame affirme que cette situation handicape beaucoup son travail. Comme vous le voyez, je suis vendeuse de couscous et tout mon travail se fait avec le gaz. Cette pénurie nous affecte beaucoup. Je suis obligée d'utiliser du charbon et ce n'est vraiment pas économique. La vie au Sénégal est dure, manquer de riz et de sucre et maintenant c'est le gaz. Les autorités doivent vraiment penser à nous. Cette femme indexe les manifestations de la semaine dernière et s'en désole. Cette pénurie est due aux manifestations. Quand j'ai appelé mon fournisseur, il m'a dit qu'avec la tension qui régnait dans le pays, ils étaient obligés de garder les bonbonnes. Mais je pense que d'ici peu, il n'y aura plus de pénurie. Pour notre plus grand bonheur, nous sommes fatigués de parcourir des kilomètres pour chercher du gaz. Les ménages sénégalais vivent le calvaire avec cette pénurie du gaz butane. Si certains font des kilomètres pour en avoir, d'autres se rabattent sur le charbon, une situation que déplorent boutiquiers et ménagères. Parlons à présent de la colère des mareyeurs du marché central aux poissons de Pikine. Ils déplorent l'interdiction faite aux camions en provenant de la Mauritanie d'accéder au lieu. Ils accusent le ministre de la Pêche d'être à l'origine de cette mesure. Écoutons les explications de Mohamed Silla, recueillies par Théodore Semedo. Le ministre Ali Ndoye qui refuse de signer les autorisations préalables d'exportation de poissons denrées alimentaires dans le pays. Le poisson qui provenant de la Mauritanie en destination Sénégal est très important pour la consommation des Sénégalaises. Parce qu'un peu partout au Sénégal, ils consomment le poisson qui vient de Mauritanie. De Touba à Kaolack, de Tamba à Dakar, partout on consomme ce poisson et ça coûte moins cher. Si vous voyez que l'année 2020-2021, il n'y a pas eu pénurie de poissons au Sénégal, c'est grâce aux poissons provenant de la Mauritanie. Donc ça, il faut qu'on le sache. Voilà. Maintenant, le ministre refuse tout dialogue. On l'a écrit, on a fait des réunions, rien n'a été fait. Le président de la République demande le calme dans le pays, que le pays se calme. Nous, jusqu'à présent, vous ne voyez pas les mareyeurs ou bien les acteurs de la pêche descendre dans la rue pour faire allumer des feux ou bien casser des boutiques. Mais si cela ne cesse pas, nous, on va prendre des mesures à notre niveau. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester là, on bloque le poisson mauritanien au profit d'autres personnes et le mareyeur n'a pas le droit de dire à son ami mareyeur bloque ton poisson et je vends mon poisson. Ça date depuis 2 mois. Et ces camions, c'est des camions sénégalais. 30 personnes qui travaillent dedans. Donc c'est de l'emploi. Les mareyeurs créent des emplois. Mais le ministre des Pêches et de l'économie maritime, lui, il est là pour diminuer les emplois. Parce que le poisson de la Mauritanie, si tu as 1000 francs, tu peux avoir ton poisson et faire ton tchéboujen. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, c'est le tchéboujen qu'on mange. Mais le poisson provenant des pirogues, des bateaux provenant du port autonome de Dakar, c'est des poissons qui coûtent excessivement cher. Mauritanie accorde des licences de pêche aux pêcheurs sénégalais, aux pêcheurs saint-louisiens. Donc, si on bloque les camions de frigoriques provenant de la Mauritanie vers le Sénégal, ça peut créer des problèmes entre le Sénégal et la Mauritanie. De manifestations violentes ayant occasionné des morts d'hommes et des saccages de certains édifices publics dont les hôtels communaux. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime condamne et appelle les jeunes à la retenue et au calme. Écoutons Ali Ndoye, maire de Dakar Plateau et en même temps ministre de la Pêche au micro de Théodore Semedo. Le président de la République a sans embâche déclaré avoir entendu les jeunes qui ont manifesté d'une rare colère et aux problèmes d'emploi. Aussi, nous, conseil municipal, la commune reste attachée à sa jeunesse, sur laquelle elle compte pour renforcer
notre ambition commune sur les questions d'emploi des jeunes, après avoir indiqué une réorientation du budget vers plus de possibilités de financement. Nous saluons la prospective et nous soumettrons par les canaux appropriés les suggestions et contributions. Dans cette perspective, nous joignons notre voix à celle du président de la République pour que plus jamais ça. Le conseil municipal reste ouvert et tend une main fraternelle à chacune et à chacun des citoyens de la commune pour que nous travaillions à consolider la paix, gage des résultats que nous escomptons ensemble pour notre cité et le Sénégal tout entier. Les valeurs de paix et de solidarité qui ont fondé notre désir et vouloir de vie commune ont fait de notre beau pays un oasis où il fait bon vivre. Il me plaît de saluer et de louer l'exemplarité des populations de Dakar Plateau durant les moments difficiles d'agitation et de saccage que nous avons vécus sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi je regrette avec vous le saccage de l'hôtel communal dans la réponse au problème de la jeunesse. C'est ainsi que dans ce cadre, il convient de situer les 210 contrats, 210 à durée indéterminée signés en février 2021. Le fait social considéré comme déclencheur des émeutes est certainement l'affaire opposant deux de nos concitoyens. Tous consentons, de quelque bord qu'on se situe, de laisser la justice suivre son cours et ce, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. Faisons confiance à notre justice pour l'éclatement de la vérité. Cela est rassurant dans l'aspiration à une démocratie majeure et la consolidation des institutions qui gouvernent les relations entre citoyens et nos rapports à l'État. Parlons à présent de la panique à Yeumbeul Nord. Un vieillard vacciné contre le Covid-19 pique un malaise et se retrouve avec une paralysie, une situation qui inquiète sa famille. Nous aurons l'occasion de suivre les explications d'Ibrahima Sey au cours de nos prochaines sessions d'information. 8 ans après leur formation, 145 professeurs sortants de la FASTEF sont toujours au chômage et réclament leur affectation. Dans ce contexte où l'école manque d'enseignants face à la presse ce mardi, ils ont directement interpellé le chef de l'État en compte rendu de Moussa Serre. Les professeurs sortant de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation promo 2013 sont toujours au chômage 8 ans après leur formation. Ils continuent de réclamer leur affectation. Alfousseynou Keita, vice-coordonnateur des sortants de la FASTEF. 145 professeurs qui réclament toujours leur affectation. Nous jugeons cet acte injuste et discriminatoire de la part de l'État du Sénégal. Et cette injustice doit être réparée le plus vite possible, car les élèves nous réclament dans les salles de classe. Face à tout cela, il est impératif, pour ne pas dire urgent, de régler le problème des professeurs sortants de la FASTEF en procédant à un recrutement immédiat de ces 145 professeurs qui ne demandent qu'à être affectés. Inquiets de leur situation qui perdure, ces professeurs sortants interpellent le président de la République face à leur sort. Monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, nous ne demandons pas de financement, ni de formation. Nous lançons un appel solennel à vous, monsieur le président Macky Sall, de prendre à bras le corps la question des sortants de la FASTEF, promotion 2013, en donnant des instructions fermes et l'autorisation à monsieur le ministre Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, qui ne demande qu'à être recruté. Alfousseynou Keita et ses camarades menacent de passer à une vitesse supérieure si l'État continue de faire la sourde oreille. 330 millions de francs CFA, c'est ce que l'État réclame aux éleveurs et le ministre de l'Élevage a tenu à leur rappeler au terme de sa visite de 4 jours dans le département de Linguère. Pour Ali Saleh Diop, c'est la seule manière d'éviter d'anéantir les efforts de l'État. Nous l'écoutons au micro de Doudou Thiad. Vous avez parlé de l'aliment de bétail qui est un des leviers de l'alimentation. Il se trouve malheureusement que l'aliment de bétail dont vous parlez est produit par ce qu'on appelle les meuniers, les provendiers qui sont là. Or, 80% de cette production-là est faite à base de maïs, malheureusement importé. Depuis quelques mois, nous avons constaté une augmentation du cours mondial de ce maïs-là. Par conséquent, ça impacte le prix du produit fini ici. La solution, c'est aller véritablement dans les cultures fourragères. La relance de la culture fourragère permettra d'alimenter notre cheptel,
mais également c'est une réponse à l'emploi des jeunes et des femmes. Nous avons un souci en matière de remboursement de la dette au niveau du département de Linguère. L'année dernière, nous avons investi, nous avons prêté pour presque 330 millions dans le département de Linguère. Et nous avons un taux de recouvrement qui tourne autour de 15%. Vous voyez qu'il y a une difficulté à ce niveau. En fait, l'objectif de ce fonds, c'est pour vous permettre aux ayants droit que vous êtes, vous, éleveurs, d'avoir un instrument, au moins, pour huiler votre activité. Si vous arrivez à bloquer en fait ce dispositif, vous comprenez qu'au-delà du préjudice que vous faites au secteur de façon globale, vous êtes en train, en tout cas, d'annihiler les efforts de l'État pour permettre au secteur d'avoir les moyens de travailler. Donc, c'est un appel que nous lançons à la communauté des éleveurs, aux organisations professionnelles, que vous portiez ce message à l'ensemble des éleveurs, à l'ensemble des acteurs qui ont eu à bénéficier de ce prêt de l'année dernière, de faire l'effort citoyen, l'effort commercial normal de rembourser la dette. Arrivé récemment au Sénégal pour contribuer à freiner la propagation du Covid-19, le vaccin AstraZeneca est retiré ou suspendu même dans plusieurs pays, suffisant pour semer le doute chez les Sénégalais. Malgré les assurances des autorités sanitaires, des voix s'élèvent pour demander à l'État de suspendre l'utilisation de ce vaccin. Mamoudia Gassama. Nous faisons énormément de choses avec cette plateforme, puisque notre action politique est également orientée vers la lutte contre toutes les formes d'injustice, les accaparements des ressources naturelles, des ressources foncières, des ressources halieutiques, ce que nous partageons avec ces deux plateformes. Nous travaillerons avec tout le monde, nous continuons à avoir des partenaires, nous sommes au XXIe siècle quand même avec un monde ouvert. Tout ce que nous exigeons et que nous voulons appliquer, c'est un partenariat beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Ces cas traduisent d'abord et prioritairement l'échec des politiques économiques et sociales du régime en place, qui n'ont pas pu résorber le chômage, qui n'ont pas pu amoindrir la pauvreté. Et quand des gens profitent de ces situations pour casser, c'est parce qu'ils ont faim, ils vont là où il y a l'abondance. Nous le déplorons, comme toutes les casses qu'ont subi les Sénégalais. Nous avons plus de 120 personnes actuellement dans les geôles de Macky Sall. Et nous menons cette lutte. Et je peux vous dire que dans les tout prochains jours, nous avons espoir que tous ces gens-là seront élargis de prison. Et nous avons accepté, je ne dis même pas la demande, mais le ndigal du Khalife général des Mourides, et de tous les autres guides religieux qui ont joué leur partition, de renoncer à certaines manières. À l'instant, Ousmane Sonko qui déclarait que si les grandes surfaces françaises ont été saccagées, c'est parce qu'elles disposent de denrées en abondance et non parce qu'elles sont la cible des Sénégalais. Était la conviction d'Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui s'exprimait ce mardi au sortir d'une rencontre avec les plateformes Frapp et Doina. Arrivé récemment au Sénégal pour contribuer à freiner la propagation du Covid, le vaccin AstraZeneca est retiré ou suspendu dans plusieurs pays, suffisant pour semer le doute chez les Sénégalais. C'est un reportage de Mamoudia Gassama. Au moment où le Sénégal continue à injecter des doses de vaccin AstraZeneca à sa population, il se trouve que ce vaccin est au cœur d'une vive polémique à travers le monde. Dans l'attente de clarification sur les effets secondaires, plusieurs pays ont décidé de le suspendre, décision qui sème l'inquiétude chez les citoyens rencontrés. J'ai entendu dire que plusieurs pays ont suspendu le vaccin AstraZeneca. Nous pouvons en citer la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. D'après ce que j'ai entendu, le vaccin a un effet secondaire très dangereux. Le chef de l'État est le père de la nation. Alors, nous l'invitons à suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca car on y décèle beaucoup d'anomalies. Vraiment, pour moi, Toutefois, le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane, rassure. Donc ces pays qui ont suspendu vont à l'encontre même des recommandations
de l'Union européenne. Et si vous avez suivi l'actualité ce matin, dans beaucoup de ces pays-là, les scientifiques se sont levés pour dire qu'en fait, cette décision est une décision plus politique que scientifique. Donc pour le moment, nous, on est en train de vacciner. On vaccine normalement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées, 40 000 personnes jusqu'à hier. Et on n'a pas noté vraiment ces effets qui sont... Les effets secondaires qu'on notifie après la vaccination ne sont pas obligatoirement liés au vaccin. On a assez d'éléments pour vacciner, mais on n'a pas assez d'éléments pour arrêter la vaccination. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin protège. L'autre certitude, c'est que le virus tue. Il fait savoir que la position du Sénégal n'est pas figée si des preuves scientifiques confirment qu'il y a bel et bien des effets secondaires graves sur le vaccin AstraZeneca. Le Sénégal n'hésitera pas à le suspendre. Tous les vaccins sont suivis. Et s'il y a preuve qu'un vaccin est incriminé dans des effets secondaires graves qui remettent en cause les bénéfices par rapport à ce vaccin-là, les gens vont arrêter de vacciner. Malgré la méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé ne voit pas la raison de ne pas l'utiliser. Il y avait également tension politique au Sénégal. Les religieux montrent une nouvelle fois leur importance en contribuant à l'apaisement noté ces derniers jours de l'avis du journaliste Assane Samb et du sociologue Djiby Diakhaté. Le pouvoir spirituel a toujours été au centre du jeu politique au Sénégal. Serigne Gueye. Les religieux se sont encore distingués lors des récentes tensions politiques grâce à leur rôle de régulateur social, un rôle qui ne date pas d'aujourd'hui selon le sociologue Djiby Diakhaté. Une tradition africaine qui confère à l'autorité une fonction de médiation excessivement importante, non pas seulement entre les hommes, mais entre les hommes et les créatures surnaturelles. Tenez par exemple, quand il y a une situation de disette, de famine, de sécheresse, etc., on considère que les hommes n'ont pas déféré à un certain nombre de rituels et qu'en conséquence, il faudrait qu'il y ait un médiateur entre les hommes et les dieux pour voir quelles sont les incantations et les offrandes à faire pour que le mal s'arrête. Pour Assane Samb, le Sénégal a cette particularité d'avoir des musulmans qui se réfèrent presque tous à un guide. Le Senghor avait longtemps théorisé comme étant l'exception sénégalaise. C'est-à-dire que dans ce pays, tout le monde a un khalifa. Un khalifa, c'est une autorité morale qui peut vous dire de faire ou de ne pas faire. De Senghor à Macky, en passant par Diouf et Wade, les religieux ont toujours été au centre du jeu politique. Toutefois, les réalités d'hier ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Le sociologue Djiby Diakhaté explique. Nous avons une société qui a connu des changements excessivement profonds. Aujourd'hui, les jeunes ne se conduisent certainement pas de la même manière que les jeunes de 1960. Vous avez des idées qui se sont installées, vous avez un accès à l'information qui est beaucoup plus simple, vous avez une ouverture au monde, etc. Et donc de ce point de vue-là, vous avez des jeunes qui deviennent de plus en plus des actionnaires de l'État. C'est-à-dire qui ne disent plus que nous allons attendre. Ils se considèrent comme actionnaires, comme si c'est une entreprise, et qui revendiquent leurs dividendes. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les autres structures de la société sont obligées, dans une certaine mesure, de suivre cette logique, de suivre cette mouvance. Un avis que partage Assane Samb. C'est une différence de contexte. En réalité, à ce moment-là, au temps de Senghor et autres, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens ne filmaient pas tout ce qui se passait. Or, il se passait beaucoup de choses. Mais ces choses-là n'étaient pas connues du grand public. Est-ce que d'ailleurs, ce n'était pas plus grave avant? Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Rôle joué par les religieux dans l'apaisement des tensions politiques qui ont marqué le Sénégal ces dernières semaines montre une nouvelle fois l'importance du pouvoir spirituel au Sénégal. Serigne Gueye, concernant les financements mobilisés pour aider certains jeunes à concrétiser leurs projets, beaucoup d'entre eux évoluant dans le secteur informel disent ne pas en bénéficier, même si certains ont de bons projets. Ils affirment qu'ils ont l'impression de ne pas être concernés. Ces professionnels de l'artisanat invitent le chef de l'État à revoir sa politique pour les financements. C'est un reportage de Adjine Kounedje. Cette réponse est unanime chez presque tous les acteurs du secteur informel concernant la question de l'accès au financement. Pour ce menuisier, rencontré devant son atelier, les jeunes ne doivent pas se baser sur l'appui de l'État. On n'est pas bénéficiaire et de toute façon, moi je ne dépends pas du gouvernement.
Je me contente de ce que j'ai. Je suis menuisier. Je travaille de 8h à 18h pour mon propre compte. Je conseille aux jeunes d'aller travailler et gagner dignement leur vie. Ni Macky ni Sonko ne peuvent nous satisfaire. Aller travailler, c'est mieux. Ils sont souvent zappés des listes des bénéficiaires, même si certains d'entre eux ont de bons projets. Ce que dénonce Elhadji Fati, professionnel de l'artisanat. Depuis Covid-19, je suis là, je ne fais rien. Je n'ai rien reçu concernant les financements. Pourtant, j'ai besoin de cela. Vous voyez, ce sont nos propres œuvres. Nous sommes des artistes professionnels. Abdou Karim, mécanicien à Niary Tally, déplore les magouilles de certains leaders politiques. Des fois, il y a des gens qui passent nous demander si nous avons des documents. On se débrouille pour tout mobiliser et après on reçoit et après on ne voit rien. Le secteur artisanal a besoin d'être valorisé. Ils viennent pour nous convaincre, mais que dalle, ça ne donne rien finalement. L'État multiplie les initiatives pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Seulement, l'accès à ces financements est souvent problématique pour beaucoup. Se sentant lésés, ces acteurs du secteur informel invitent le chef de l'État à revoir sa politique.